Carole. Oui, Guzman. Vous me parlez de ce livre, cinquième République. Sortir de la cinquième, aux éditions du Détour, donc dans le cadre de voilà, partenariat que nous avons avec Mars. Écoutez, moi, je vous souhaite passer un bon moment. La rencontre, en fait, elle dure à peu près un quart d'heure. Après, il y a des questions du public. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle rencontre. Merci. Merci beaucoup et merci de votre accueil. Voilà, la machine à lire a fait non pas son travail, mais a fait sa déclaration. Donc, je suis le premier, peut-être le deuxième, à regretter qu'on soit si peu nombreux, mais je le suis d'autant plus que ce petit ouvrage me paraît vraiment précieux et permet avec une certaine aisance, c'est pas offert directement au lecteur, mais quand même offre avec une certaine aisance la possibilité pour le lecteur de voir et de revoir toutes les questions qu'il se posait et surtout d'avoir l'occasion, bonsoir, de les explorer de façon, c'est l'impression en tout cas que le lecteur que je suis retient, de façon quasiment complète. C'est vraiment un tour complet de la question de l'Assemblée constituante, de la crise générale et de la crise institutionnelle, de la nécessité de sortir de la cinquième, des questions qui se posent pour entrer dans la prochaine, et puis de la question ô combien éminente de la démocratie. Mais comme ce que je sais le mieux, c'est mon commencement, eh bien, je vais commencer par interroger ma voisine sur le titre, Sortir de la cinquième, même s'il y a sous-titre pour une fabrique citoyenne de la Constitution. Donc, sur ce titre, et en posant la question naïve, est-ce que c'est si évident que ça, que nous devons sortir de la cinquième? Est-ce que cette idée est partagée? Et est-ce qu'elle est davantage partagée ou est-ce qu'elle peut être davantage partagée après l'échec retentissant ou le succès incroyable, enfin bref, en tout cas la décision assez folle de la dissolution de l'Assemblée nationale il y a un an. Merci beaucoup pour déjà cette présentation et puis pour cette première question qui nous permet, je pense, d'aborder plein d'éléments qui expliquent la naissance de ce livre. C'est que pour en venir au titre, je dois d'abord expliquer, je pense, dans quel contexte j'ai écrit ce livre. Et en tant que constitutionnaliste, pour habitude d'être assez critique, j'ai toujours eu un regard assez critique sur la Ve République, mais je n'avais pas nécessairement pensé qu'il était nécessaire de plaider pour une Sixième République, d'autant que c'est un peu un sport répandu parmi mes collègues constitutionnalistes que de critiquer la cinquième. Il n'y a rien de très nouveau dans ma critique de la cinquième et sur ces effets pernicieux liés à la forte présidentialisation, la place extrêmement marquée qu'a le président de la République sur les défaillances du Parlement, sur l'absence de contre-pouvoir, tout ça, c'est connu, très, très connu. Plein de collègues auraient pu écrire toutes ces parties-là que j'ai décrites dans le livre. Pourquoi me lancer malgré tout dans cette aventure qui était un peu risquée quand même malgré tout? Ça me permet de répondre à votre question. Mais justement, c'est à cause de cette dissolution. La dissolution a été un moment clé, à la fois pour moi en tant que constitutionnaliste, parce que, comme plein de collègues, je ne l'avais pas dû venir. Je n'avais pas compris le sens de cette décision. Vous connaissez tous, dès que le président de la République a pris la parole et dit, conformément à l'article 12, là, je savais immédiatement à quoi il faisait référence, et je me disais, mais quelle absurdité de déclencher l'article, d'utiliser les pouvoirs de l'article 12 de la Constitution
après des résultats d'élections européennes. Ça n'était du jamais vu et il n'y avait pas de raison, à mon avis, institutionnelle et constitutionnelle pour le faire. Et sur le moment, des échanges se font avec les collègues. Et là, je vois très rapidement que beaucoup de collègues ne sont pas spécialement choqués par cette décision. En tout cas, ils ne lui donnent pas de sens, mais à chaque fois, avec les échanges, ils me disent, mais ça a déjà eu lieu, est-ce qu'on peut retrouver dans l'histoire constitutionnelle une manière d'utiliser ce pouvoir dans tel sens, dans telle circonstance. Et là, commençait à bouillir en moi une crainte. Je me suis dit, ça y est, là, on commence à voir, on a face à nous une décision totalement absurde qui ne fait aucun sens constitutionnellement. Et les collègues déroulent un argumentaire pour dire il ne se passe rien, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le moment de crise, il ne va rien se passer. Et donc, rapidement, moi, j'avais pris la plume avec un collègue, Florian Savonito, on avait fait une petite tribune dans Libération pour vraiment montrer quand même que cette décision était vraiment absurde et marquait une énorme dérive des institutions, de la manière dont le président de la République, Emmanuel Macron, l'interprète. Et après ça, rien. Je me suis dit, bon, je fais ce que j'avais à faire. Et puis, des éditeurs me contactent. Ce sont les éditeurs qui me contactent. Les éditions du Détour, les eaux bordelaises, m'écrivent en juillet, début juillet, pour me dire, on sent qu'il y a on sent une ambiance, odeur, fin de régime, fin de système. Et par contre, ce qu'on aimerait, c'est pas vraiment que vous fassiez quelque chose qui vise à nous décrire ce que pourrait être une sixième République, mais on aimerait bien vous expliquer aux personnes comment on fait pour y aller vers cette sixième. Quel est le chemin qu'on peut emprunter? D'autant que j'avais fait beaucoup de recherches je mène des recherches depuis 2019 sur le processus constituant au Chili, parce que je suis originaire du Chili. Et c'est parce qu'ils avaient vu mes travaux qu'ils s'étaient dit, pourriez-vous peut-être vous inspirer de ce qui a été tenté dans plusieurs pays, notamment le Chili, pour nous guider et éventuellement appliquer ça au cas français. Et donc, c'est là où on en vient à cette idée. Et en réalité, au tout début, j'étais plutôt sur l'idée d'avoir un titre «Changeons de constitution». Mais les éditeurs m'ont convaincu de plutôt opter pour sortir de la cinquième comme titre. C'est vrai qu'au tout début, j'étais assez réticente. Pourquoi? Parce que justement, il y a une forte charge symbolique sur cinquième, sixième, sur la numérotation des républiques. Et que au sein de la communauté la communauté des constitutionnalistes, plaider pour la sixième République, c'est extrêmement connoté. On s'attaque à une montagne, ça veut dire qu'on veut se débarrasser de la Ve République, qui est la Ve République du général de Gaulle, c'est comme ça qu'on le présente souvent aux étudiants. Elle est la constitution qui a duré le plus longtemps jusqu'à présent dans l'histoire constitutionnelle française, donc c'est plaider pour désacraliser et faire tomber la doyenne des constitutions françaises, celle qui avait apporté de la stabilité, comment on va plaider pour cela. Et puis aussi, il faut le dire, en ce moment, c'est très connoté politiquement. Parce que la France insoumise porte dans son programme l'idée d'une sixième République. Et à l'instant où moi je l'écris, eh bien, c'est vrai que c'est très lié. C'est très lié. Même si par la suite, Europe Écologie Les Verts reprennent aussi cette même idée. Mais moi, c'est pour ça que dès le début dans le livre, je me suis dit, ça me va. On prend sortir la cinquième, même si je trouvais que ça avait le mérite d'être beaucoup plus clair et transparent. Mais j'essaie de désamorcer dès le début en rappelant que plaider pour la sixième République, ce n'est pas propre à la France insoumise, que c'est un leitmotiv, un slogan qui a été entendu par d'autres, soutenu par d'autres. Et moi, je dis souvent à mes étudiants, moi, quand j'ai fait mes études de droit constitutionnel, la personne qui plaidait pour une sixième République, il y en avait deux. C'était Arnaud Montebourg et c'était François Bayrou. Donc, au contraire, pour moi, c'était au moment où je faisais mes études de droit constitutionnel, quand on devait faire un exposé sur la sixième République, et bien, en gros, on reprenait les arguments qui avaient été avancés par François Bayrou.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très la France insoumise, mais pour moi c'est assez détaché. Et ma démarche n'est pas du tout d'aller défendre le programme politique de la France insoumise, mais plutôt d'expliquer comment, fonctionnellement, on peut arriver à sortir de la cinquième. Puisque il a été question du Chili, et je comprends ô combien les développements proposés sont justifiés à partir de ce que vous venez de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas en dire un peu plus pour ceux qui vont découvrir votre livre? Parce qu'il me semble que la façon dont cette constitution a été euh, créée, débattue, jouée, être ensuite, après, abandonnée, enfin, etc., tout cela est un lieu de contradiction d'autant plus extraordinaire que, à partir des éléments dont on dispose, il semble bien, ou on aurait envie de dire, que le processus a été démocratique de façon tout à fait exemplaire et qu'on pourrait en prendre de la graine, nous, en France. Ce processus, il est pour moi été mon objet d'étude depuis 5 ans, déjà plus de 5 ans que j'étudie le processus constituant chilien, même si il s'est terminé, et j'aime beaucoup le présenter. Euh, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce qui s'est passé au Chili. Déjà, il faut savoir que le Chili, donc ce long pays longiligne au pied de la cordillère des Andes, est un pays qui encore actuellement a toujours une constitution qui est née sous la dictature d'Augusto Pinochet. Cette constitution, qui date de 1980, a été, après le départ du général Augusto Pinochet, été remaniée plusieurs fois, et notamment en 2005, on a essayé de l'épurer, de lui en retirer ces grandes traces, en tout cas les traces les plus visibles de la dictature. Malgré tout, c'est une constitution qui était très problématique pour plein de raisons, parce qu'elle gardait en elle une philosophie néolibérale très forte, avec une protection accrue des droits individuels et des droits économiques, et donc empêchait un certain nombre de réformes sociales. Mais tout le monde avait appris un peu pour acquis qu'elle resterait là, elle serait immuable, un peu comme la cinquième. Elle va rester, elle est une évidence, elle est une forme de consensus, parce que toucher à ça, c'est quelque part toucher à une partie de l'histoire, toucher et mettre le doigt dans justement ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire se mettre à discuter autour d'une table, donc autant ne pas en discuter. Donc moi, j'ai toujours été persuadée qu'elle allait vivre très longtemps, cette constitution, et puis d'un coup, en 2019. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une explosion sociale, on l'a appelée l'estallido social. D'un coup d'un seul, avec une énième hausse du prix du ticket de métro à Santiago en octobre 2019, des lycéens se mettent sur les rails du métro, sur les quais, et s'assoient sur les quais du métro et font pendre leurs pieds comme ça sur les quais du métro, ce qui bloque tout le métro. Et peu à peu, les personnes s'agrègent et se multiplient différents types de revendications. Et cette explosion sociale, elle est totalement inattendue, elle dépasse le pouvoir en place à l'époque, le président de la République, Sébastien Piñera, de droite, répond par déclenchement d'état d'urgence, des militaires dans les rues, mais ça n'apaise pas la gronde. Et là, les manifestants décident de commencer à revendiquer d'abord afin de trouver une unité entre les différentes revendications. Certains y allaient revendiquer des questions liées à la retraite, d'autres au système de santé, d'autres à l'éducation, d'autres sur les prix des services publics. Et finalement, ils trouvent un élément commun, qui est de dire, en fait, pour que toutes nos revendications aboutissent, il nous faut une chose, c'est changer de constitution, parce que l'actuelle, même si on obtenait une loi qui permettrait de faciliter ou d'aider au service public, ou en tout cas d'aider à une certaine couche sociale, il y a des grandes chances qu'elle soit malgré tout censurée par le juge constitutionnel, parce qu'elle ira à l'encontre de la philosophie du texte. Donc en fait, notre blocage, il est là, il est dans cette constitution. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à déclencher un processus constituant et qui est sur le papier parfait. C'est-à-dire qu'il répond en théorie à toutes les exigences que ont posées des chercheurs, des penseurs, des philosophes, des juristes. Pourquoi? Parce que le peuple a été consulté au tout début avec un référendum. On a posé la question au peuple chilien, voulez-vous
bel et bien lancer un processus constituant, et si oui, comment? On va poser des questions. Majoritairement, oui, et nous le voulons avec une assemblée constituante entièrement nouvelle. Là, on élit l'assemblée constituante est élue avec des représentants des peuples autochtones, avec une parité homme-femme, première fois dans l'histoire mondiale qu'on a une assemblée constituante avec autant d'hommes que de femmes. Ça n'était jamais arrivé. Là, parfait, en tout cas sur la mode de représentation. Pendant un an, ils discutent, ils échangent. Cette assemblée constituante fait en plus des auditions, elle se déplace, elle va, y compris dans les prisons, pour essayer de recueillir l'avis des détenus qui habituellement ne sont jamais consultés. Elle consulte des enfants, des associations, les corps intermédiaires, etc. Et au final, elle arrive à un texte. Et ce texte, ensuite, est soumis à un dernier référendum pour validation. Normalement, ça marche pratiquement à tous les coups. Il y a une étude qui a été faite par des chercheurs américains. Et ils ont évalué qu'entre 1789 et 2016, à chaque fois qu'on a fait un référendum constituant, 94% d'entre eux obtiennent le oui. Parce que là, au Chili, on est dans les 6%. Et c'est un non. Il est rejeté, et rejeté massivement, à 62%. Donc là, on relance un autre processus qui est un peu différent dans ses modalités. On y met des experts. Et là, l'élection des membres de la seconde assemblée est diamétralement opposée. Alors la première était dominée par la gauche, la deuxième est dominée par l'extrême droite. Et ils aboutissent à un texte qui, non plus, ne satisfait pas les Chiliens, qui le rejettent une deuxième fois. Donc ce processus constituant, sur le papier, il est parfait, mais il n'a pas marché. Et c'est ça tout le mystère et ce qui me passionne dans ce processus constituant. C'est vrai. Donc, c'est sûr que on arrive à une sorte d'aporie, quoi, et en même temps, toutes les questions sont posées sur la nécessité d'une constitution, la nécessité d'une consultation, la nécessité d'intervention active, etc., etc., et on aboutit à l'échec. Il y aura sûrement beaucoup d'ouvrages et de réflexions autour de cet échec-ci, mais évidemment, on ne peut pas s'en tenir au Chili, sinon pour prendre en compte non pas l'échec final, mais tout le processus et se demander comment ce type de processus pourrait éventuellement être développé en France avec des moyens décuplés pour une plus grande efficacité. Mais pour revenir à votre ouvrage, bon, qui évoque cette question du Chili dans certaines pages tout à fait passionnantes, pour revenir à l'ouvrage lui-même, une des questions qui est posée et qui, à mon avis, interroge un non spécialiste du droit, c'est que vous évoquez souvent la nécessité d'une constitution pour limiter le pouvoir, et non pas pour donner des pouvoirs, mais pour limiter le pouvoir. Est-ce que vous pourriez développer? Oui, lorsque je fais mon cours de première année en droit constitutionnel, c'est l'un des premiers thèmes que j'aborde avec les étudiants, c'est de leur expliquer ce qu'est une constitution, et surtout quelle est sa raison d'être. Comme toujours, j'explique que le droit ne naît pas de nulle part. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel, il n'est pas né avec la terre. C'est une création purement humaine. Et donc, si des hommes et des femmes se sont dit, tiens, créons des règles, on va s'imposer nous-mêmes des règles, c'est souvent pour un objectif précis. Il y a une intention. Alors, quelle est l'intention au moment où apparaissent les constitutions dans le monde? On peut retrouver les collègues historiens du droit qui pourront nous dire qu'effectivement, les constitutions sont aussi anciennes que les sociétés existent. Donc, on peut trouver du droit constitutionnel bien avant, même en Mésopotamie, si on veut rechercher de ce côté-là. Cependant, nous, en droit constitutionnel, pour nous, les constitutions naissent à une période donnée dans l'histoire. C'est ce qu'on appelle le constitutionnalisme moderne. Les constitutions écrites, et telles qu'on les entend aujourd'hui, elles apparaissent à la fin du XVIIIe siècle, donc après, on va dire, pour la référence en France, au moment de la Révolution française. Même si avant, il y avait déjà des textes constitutionnels dans certains pays. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que quand ces constitutions apparaissent, ces constitutions écrites, et lorsqu'elles sont popularisées, on les voit se multiplier dans les États. Et c'est parce que, justement,
à ce moment-là, apparaît l'idée que ce que l'on veut à travers l'écriture d'un texte qui régule et qui règle la répartition du pouvoir, l'objectif ne soit pas de donner le pouvoir et donner l'entièreté du pouvoir à une personne, à une fonction, à un roi, à une assemblée, mais plutôt de bien signifier à ces institutions, en fait, la source initiale du pouvoir, elle est au sein du peuple. C'est le peuple qui avait ce pouvoir initialement et qui va le, 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 le passer, mais qu'il le passe en disant je souhaite écrire les règles et je souhaite indiquer sous quelle manière et sous quelle modalité vous allez utiliser ce pouvoir. Et par l'écriture, l'objectif est de limiter le pouvoir. L'objectif est de dire vous ne pourrez pas utiliser ce pouvoir comme bon vous semble, vous devrez utiliser ce pouvoir en fonction de ces règles-là. Et rien que le fait d'écrire, le processus d'écriture est en lui-même une limitation du pouvoir. Et pour moi, ça, c'est une clé importante. C'est-à-dire que les constitutions, quel que soit leur contenu, elles ont malgré tout cet objectif-là, qui est une forme de limitation de pouvoir. Et voilà pourquoi en tout cas pour ma part, je suis une juriste qui est toujours gênée quand les pouvoirs institués, c'est-à-dire ceux qui sont consacrés dans la Constitution, le président de la République, un président de l'Assemblée nationale, un juge, eh bien, se sentent quelque part libérés du texte et estiment qu'ils peuvent utiliser comme bon leur semble les attributions qu'on leur a données. Je suis plutôt légaliste en mode textuel, c'est-à-dire non, si le texte indique que c'est cela, il faut essayer de s'appliquer à respecter au mieux l'intention du texte, les limitations qui sont imposées par le texte. Et par exemple, pour cette dissolution, eh bien, moi, j'aurais aimé qu'effectivement, puisque l'article 12 indique qu'il faut d'abord consulter le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, eh bien, qu'il y ait bien eu une consultation. Or, le soir de juin 2024, il n'y avait pas eu de véritable consultation. Et ça me pose problème. Il y a de quoi. Donc, on a vu d'une certaine manière comment limiter le pouvoir par le biais d'une constitution élaborée démocratiquement. Et il a été question, évidemment, de l'autre côté, c'est-à-dire du peuple. Et donc, sur la question du peuple et de sa place par rapport à la mise en route effective d'une constituante et d'une constitution, vous évoquez, comment dirais-je, l'ambiguïté du mot peuple et les dommages collatéraux qui peuvent être créés autour de cette notion. Oui, parce que les constitutionnalistes, quels que soient nos penchants, nos idées ou notre vision qu'on peut avoir de la démocratie, on est tous attachés à l'idée que la Constitution, même ne serait-ce que de manière fictionnelle, elle a pour origine le peuple. Là où on va avoir des avis divergents, c'est qu'est-ce qu'on entend par peuple. Et est-ce que cette Constitution, dont l'origine, la source est le peuple, est-ce qu'elle doit être faite dans l'intérêt du peuple et est-ce que le peuple doit vraiment être associé à son élaboration? Et c'est là où on va avoir différentes opinions, visions des choses. Moi, pendant très longtemps, j'utilisais le mot peuple de manière très légère. J'utilisais un peu comme si on était capable de le décrire, comme s'il existait et qu'il était matériellement tangible. Sauf que en discutant avec des collègues, je me suis rendu compte que j'avais tendance à un peu être, en tout cas, à ne pas être très rigoureuse sur la manière dont j'utilisais le peuple. Pour moi, le peuple, ça pouvait être des gens dans la rue. Le peuple, ça peut être, ce sont les gens qui votent. Le peuple, ça peut être aussi, finalement, ils peuvent être incarnés par l'Assemblée nationale, avec parce que la loi est l'expression de la volonté générale, ben, on va dire que l'Assemblée, elle aussi, elle est d'une certaine façon le peuple. Je trouve que c'est un peu problématique de ce manque de rigueur. Pourquoi? Parce qu'on va avoir très vite des malentendus. Et quand, par exemple, au Chili, je pense que c'est un des problèmes qui s'est passé au Chili, c'est qu'on ne s'est pas vraiment mis d'accord, ou en tout cas, on a peut-être considéré que les personnes, les manifestants, ben, c'était le peuple. Sauf qu'au moment de voter, les manifestants, ils étaient minoritaires, ils n'étaient pas majoritaires. Qu'il existe des groupes dans le peuple qui sont aussi
silencieux. On a des groupes silencieux qui ne s'expriment pas. Et que si on leur demande de voter, ben là, elles vont avoir un avis. Et comme on ne le connaissait pas avant, eh bien, on est complètement pris par surprise. Voilà pourquoi, finalement, moi, le mot peuple, je vais l'utiliser de temps en temps, mais bien souvent, dans le livre, je vais plutôt parler, c'est pour ça que je parle de fabrique citoyenne et pas de fabrique populaire de la Constitution. Parce que finalement, je préfère considérer que ceux qui vont vraiment participer à un processus d'écriture de Constitution, ce n'est pas les personnes qui ne voudront pas, mais plutôt les personnes actives, celles qui voudront. Et les personnes actives, nous en droit, en tout cas en droit constitutionnel, ceux qui agissent et ceux qui prennent la parole et s'expriment dans une démocratie, ben, ce sont des citoyennes et des citoyens. Ce sont eux qui ont le droit de vote, ce sont eux qui ont les droits politiques. Voilà pourquoi j'ai préféré utiliser ce terme, même si ça démange quand même parfois. Plutôt utiliser le mot peuple parce qu'il est très pratique. Et pour le but de l'ouvrage, on reste toujours dans la question du peuple, à mon avis, mais vous définissez au début, et puis c'est constamment rappelé, il s'agit de penser une procédure qui permette un exercice effectif et constant de la citoyenneté. Donc, d'une certaine façon, là aussi, on ne pourrait pas développer et revenir à la notion. Oui, parce que le problème avec les constitutions, c'est que pendant très longtemps, on ne s'est pas vraiment interrogé, enfin pas très longtemps, c'est peut-être un peu faux ce que je dis, mais c'est qu'on a une tendance en France et en tout cas nous, les constitutionnalistes, ceux qui sommes très, très intéressés par les constitutions, c'est pas vraiment réfléchir à la manière dont on les fabrique, à leur genèse. On présume qu'il y a un peuple qui est à l'origine. Après, comment c'est fait exactement, comment les saucisses sont faites dans l'usine, on ne veut pas tellement savoir. Ce qui nous intéresse, c'est le résultat final. Euh, euh, Sauf que dans l'échec chilien, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir l'échec chilien, il nous amène à réfléchir à la fabrique. En fait, il nous oblige à nous interroger, mais est-ce que finalement les choix qui ont été faits pour fabriquer le texte ne sont pas un peu coupables de l'échec final? Et c'est là où ce que je trouve intéressant, c'est que je me dis, étudier la fabrique, c'est aussi intéressant parce que ce que j'aimerais dans l'absolu, et je pense qu'on n'a pas assez réfléchi, on n'a pas assez proposé cela au sein des constitutionnalistes, c'est lorsqu'on est dans une situation dans laquelle ce sont des manifestants et des manifestantes qui expriment un souhait de changement de constitution. Comment on fait en sorte qu'ils ne se sentent pas voler ce souhait et qu'ils arrivent finalement alors que ce sont elles et eux qui ont réussi à déclencher la chose, qu'ils soient aussi partie prenante entière et totalement tout au long du processus. Parce qu'au Chili, ce qu'on a senti, c'est que les manifestants avaient réussi à renverser la machine, à renverser les institutions, mais en tout cas renverser le rapport de force, mais que progressivement, la fabrique de la Constitution s'est complètement détachée d'eux. Elle s'est faite sans eux. Et c'est ça que je veux. Je veux essayer qu'on trouve des techniques, des procédures, un instrument qui permettent aux personnes qui étaient celles qui ont réussi à faire changer la donne et réussi à faire en sorte qu'on change de constitution, qu'elles puissent constamment, c'est-à-dire tout au long du processus, et pas par éclipse, en mode voici un référendum, puis ensuite on ne veut pas savoir quel est votre avis. On vous fait des consultations, mais voilà, on choisit quand ou comment. Vous avez des idées, et bien finalement on ne les retient pas. Ça c'est problématique. Et donc j'essaie de réfléchir à la manière dont on peut, tout au long du processus, faire en sorte que les citoyennes et citoyens intéressés qui veulent ce changement de constitution, eh bien, ils puissent donner leur avis. Et effectif, dans le sens où c'est pas simplement on leur demande leur avis et on n'en tient pas compte. On leur demande leur avis et on arrive à un texte qui soit le reflet de leur volonté. C'est ça que j'aime. C'est ça l'objectif du livre. Alors, dans le livre et à travers le développement que vous venez de faire, il y a une sorte d'image de fabrique, de fabrication, pour essayer de rendre compte du processus et des rapports humains. Mais il y a aussi un moment où vous insistez sur l'importance de ce que vous appelez, en poursuivant l'image, l'importance de ce que vous appelez la salle des machines.
Est-ce que vous pourriez développer et expliquer un peu ce que vous entendez par là, en disant en gros que si on ne s'occupe pas de la salle des machines, ben, la fabrique de la constituante va entraîner des catastrophes. Alors, je vais rendre à César ce qui est à César. L'expression n'est pas de moi. Je l'ai volée, mais je l'ai indiqué à qui je l'ai volée quand même. C'est un auteur, un constitutionnaliste argentin qui s'appelle Roberto Gargarella, qui a aussi beaucoup étudié les échecs latino-américains. Et il avait fait une étude assez fascinante en reprenant tous les processus qui ont pu avoir lieu en Amérique latine et a indiqué on a un problème, on échoue en Amérique latine à fabriquer des constitutions qui nous protègent. Euh, et quel est le problème? Lui, il a dit le problème, c'est la salle des machines. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est qu'il dit que dans toute constitution, en tout cas de l'époque moderne, on a deux volets. On a en fait deux pans dans une constitution. Il y a tous les articles qui sont relatifs à la déclaration des droits, donc tout ce qu'on appelle aussi le catalogue des droits, tous ces articles qui permettent d'indiquer qu'on a un droit à la liberté d'expression, un droit à la religion, qu'on a bien un principe d'égalité, qu'on a un droit à l'éducation, le droit à la culture, etc. Et là, il dit ça, par contre, nous, en Amérique latine, on est extrêmement fort là-dessus. On fait des catalogues, mais d'un raffinement, d'une précision, d'une richesse incroyable. Donc, on a des droits, on en a plein. Les constitutions sont extrêmement longues parce qu'il y a toute une série de droits. Là où on est mauvais, il dit c'est la salle des machines. Qu'est-ce que la salle des machines? C'est toute l'autre partie de la Constitution qui vise à indiquer que peut faire ou ne pas faire telle et telle institution et quels sont les rapports de force entre les institutions. Et il dit, nous, on a tendance à se focaliser sur le catalogue des droits et les citoyennes et citoyens, ben, c'est ça qui les intéresse, c'est vrai que c'est ça qui les intéresse. Ils veulent un droit qu'on inscrive dans la Constitution, ben, le droit à l'eau, le droit à avoir des congés maternité, un droit à l'avortement. Voilà. En fait, les citoyennes et citoyens se mobilisent pour des droits. Il dit, en fait, on a tout faux, il faut que vous vous mobilisiez pour la salle des machines. Parce que vous aurez beau avoir le plus beau des catalogues des droits, si on n'a pas pensé les institutions qui vont permettre la réalisation de ces droits, eh bien, ils n'arriveront jamais. Et on sera là, condamné à pourchasser et à attendre des droits qui ne seront jamais concrétisés. Et donc, pour moi, je trouve que l'image de la salle des machines, elle est extrêmement parlante, parce que je pense aussi que dans le cas français, c'est ce qui pêche dans la Ve République, c'est qu'on a une salle des machines qui est complètement sans dessus-dessous, ou en tout cas qui n'est pas effective et n'est pas rationnelle, et que on laisse cette machine actuellement vivre sa vie avec des rapports de force qui ne sont pas du tout équilibrés. Et je pense que tant qu'on ne réfléchira pas et qu'on ne verra pas que le problème, c'est vraiment cette salle des machines en France, on ne pourra pas vraiment penser et vraiment intégrer la nécessité d'un changement de constitution. Pour pouvoir changer cette salle des machines, il faut qu'on change de constitution. C'est là où, pour moi, l'évidence est présente. Mais on pourrait penser que cette salle des machines, où les machines sont sans dessus-dessous, a quand même été conçue et fabriquée d'une part par des constitutionnalistes et d'autre part par des hommes politiques éminents qui savaient très bien pourquoi créer ce type de salle de machine, c'est-à-dire en gros pour maintenir et perpétuer un pouvoir et non pas pour pouvoir en limiter les dégâts. La suite a prouvé que finalement, il n'avait pas tout à fait tort, vu la durée avec laquelle cette constitution a été appliquée. Sauf que, bien évidemment, vous avez oublié que ça ne pouvait pas être un monument éternel et que les contradictions de la vie de tous les jours et les contradictions du capitalisme sont telles qu'à un moment donné, quelque chose allait exploser. Donc il y avait déjà des signes d'un profond malaise depuis quelques années, quand même, on peut le dire. Et évidemment, d'une certaine façon, la dissolution a permis de voir que cette constitution avait eu une vie dissolue depuis des années, si je puis dire. Mais
pour revenir justement à cette question, eh bien, s'il y a nécessité de changer cette constitution et si on considère qu'on ne peut pas la changer sans s'attaquer à la question de la salle des machines, c'est-à-dire en gros aux structures fondamentales de la Constitution, pour essayer d'employer un terme beaucoup plus théorique, eh bien, on risque de se heurter à des forces, à des gens, à des hommes politiques qui, eux, vont percevoir très vite que, justement, il ne faut pas toucher, pour la défense de leurs propres intérêts, il ne faut pas toucher à la salle des machines. Et vous évoquez à cette occasion la, la possibilité de mettre en place une constitution avec l'idée d'un changement apaisé, d'une modification possible dans une forme, non pas de paix sociale au sens de silence total, mais de paix en ce sens que cela ne crée pas des affrontements violents et destructeurs. C'est là où je pense que ma réflexion et je pense, mon identité, ma structuration intellectuelle atteint ses limites. C'est-à-dire que pour celles et ceux qui se lancent dans la lecture de l'ouvrage, gardez toujours en tête que je ne suis qu'une constitutionnaliste, qu'une juriste, et qui n'est ni sociologue, ni politiste, ni économiste. J'ai bien conscience qu'effectivement, ce que je projette et ce que je souhaite et ce que je dessine dans ce livre, je l'écris un peu comme si je me projetais dans un monde qui est certes la France, dans un pays qui est certes la France, mais dans une configuration qui est encore totalement hypothétique. C'est-à-dire que je ne prends pas en compte une donnée actuelle, je ne dis pas, voilà, tel jour, telle heure, on fera ceci, cela. Et, et, et même si, et en faisant ça, je me dis, il faut que je reste une juriste, et dans mon esprit, je suis profondément convaincue que si on se lance dans un changement de constitution, il faut que ce changement de constitution, il se fasse, alors pas dans une paix totale, mais au moins, j'aimerais qu'il soit fait dans un cadre qui soit un cadre conforme au droit. C'est-à-dire que la nouvelle constitution ne naisse pas d'une violation, que la constitution ne naisse pas qu'elle soit pas mal née. Je ne voudrais pas que son contexte de naissance entache la légitimité de la nouvelle constitution. Pourquoi? Parce qu'en France, c'est un peu l'histoire constitutionnelle a plutôt montré que les constitutions étaient souvent très mal nées parce qu'elles sont nées de contextes historiques qui font qu'elles naissent là en rupture totale de ce qui était fait et elles deviennent alors très liées à leur contexte d'origine. Et la France, il faut bien en prendre conscience, c'est un pays qui a quand même une particularité forte dans son histoire. C'est un pays qui a eu 16 constitutions. C'est énorme. Au niveau européen, c'est incroyable. Il n'y a pas d'autres pays comparables à la France dans l'histoire européenne. C'est assez unique. Et à chaque fois, chacune de ces constitutions, eh bien, elle a une histoire et son histoire de naissance entache quelque part la légitimité et sa stabilité. Et donc, moi, j'imagine un processus qui se fasse au moins conformément au droit. Après, j'ai bien conscience qu'il ne pourra pas se faire, d'une part, dans une totale harmonie sociale, ça j'ai bien conscience, et que ce sera nécessairement une période où il y aura eu un rapport de force, et donc ce rapport de force ait lieu, eh bien, il faut du conflit, il faut de la confrontation. Mais je ne souhaite pas qu'elle soit non plus un rapport de force qui soit totalement, qui entraîne un chaos. Donc j'essayais d'éviter cette image du chaos ou cette image de la révolution. Et parce que même si c'est un peu ancré dans l'ADN et l'histoire française, je pense que ce n'est pas une fatalité. Je ne pense pas que la France est vouée à attendre à chaque fois une nouvelle révolution, un renversement de pouvoir, un coup d'État ou une crise politique ou une prise de pouvoir par des militaires à Alger
pour fabriquer une constitution. Et je me dis, est-ce qu'on n'est pas une société qui est un peu plus mûre que cela et qui, même s'il y a des confrontations et des oppositions fortes, est capable de discuter de cela. Voilà. Mais j'ai bien conscience que derrière, il y aura des forces politiques et des forces économiques très opposées à ce changement. C'est ce qu'on a vu au Chili, hein, c'est ce qu'on voit dans beaucoup d'autres pays. Et c'est là où, comme je vous dis, ce sont les limites de ma réflexion. C'est là où moi, j'ai envie d'en discuter avec des politistes, avec des personnes, avec des membres de partis politiques, parce que je pense que pour éviter et pour faire en sorte de combattre ces forces économiques opposées et ces forces politiques opposées, ben, il faut aussi trouver des relais dans plusieurs parties de la société. Oui, mais bien sûr, c'est la limite de la réflexion, mais c'est, à mon avis, la limite tout simplement du réel. C'est-à-dire que la construction théorique, la volonté politique, la démarche citoyenne, tout ça est passionnant et totalement construit et intéressant. Mais évidemment, par exemple, une des questions qui peut se poser, c'est quand va naître ce désir ou ce besoin de constituante? Et effectivement, là, on sait que ça ne peut pas naître de la volonté quelles que soient ses qualités, d'une maîtresse en droit constitutionnel. Totalement. Il faut que ça vienne d'une situation politique qui le nourrisse. Et c'est sûr qu'il y a plusieurs événements dans les années qui nous précèdent qui, d'une certaine manière, soulignent absolument le besoin de modifier la Constitution et même de changer profondément la Constitution avec une Assemblée constituante. Mais les conditions actuelles ne sont pas créées pour cela. Donc, c'est la réalité qui est la limite de votre réflexion et non pas autre chose. Ceci étant dit, eh bien, ce serait peut-être pas totalement idiot de donner la parole à l'assistant, réduite en nombre, mais sûrement pas en interrogation et en question et en réflexion. Donc, je vous donne la parole. Quelqu'un veut intervenir? Juste une question, enfin, préoccupation. La question que je me pose, c'est le débat que vous avez initié d'ailleurs, la réflexion que vous avez initiée sur la notion de citoyenneté et sur la constitution d'un peuple à partir d'une base citoyenne. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, me semble-t-il. Déjà, la citoyenneté, c'est pas quelque chose qui est totalement codifiable juridiquement, même si on a une détermination du droit à voter, du droit à pouvoir agir sur le champ politique. En même temps, on sent bien qu'aujourd'hui, on s'attaque à autre chose. On s'attaque à la constitution d'un pays, au sens vrai du terme, c'est-à-dire faire société, constituer une société avec une composition de sa population qui a beaucoup évolué dans les 30-40 dernières années. La décolonisation avec les effets que l'on connaît, et avec effectivement aujourd'hui un melting pot culturel qui existe en France et qui est un mariage, je dirais, d'histoire culturelle, d'histoire de pratiques sociales, de pratiques humaines, extrêmement diversifiées, de religions différentes, de pratiques politiques différentes, qui méritent aujourd'hui de repenser la notion de constitution comme un acte de rassemblement. Et donc, en ce sens-là, moi, je vous rejoins dans cette volonté, évidemment, de construire ensemble cette démarche. La question qui moi, m'interpelle tout le temps, quelle place pour les élites, ou les experts, comme on voudra, et ou les élus, ou les corps intermédiaires, et qu'est-ce qu'on fait des citoyens lambda? C'est-à-dire, comment on travaille pour faire en sorte que ce soit bien le maximum. C'est bien que ce n'est pas toutes les personnes qui vont s'y impliquer, mais quand même, ce qu'on a vécu il y a 20 ans, avec le traité constitutionnel européen, a montré qu'un pays comme la France était capable, dans ses profondeurs, de s'emparer d'une question juridique très complexe et de pouvoir se forger un avis éclairé,
qui a conduit évidemment au rejet, mais c'est sur un travail d'appropriation, de réflexion, de confrontation, qui a conduit effectivement à cette situation politique. Donc, pour moi, ça veut dire que ce qui s'est passé en 2020, il y a 20 ans, ou 2005, est extrêmement intéressant du point de vue de la capacité du peuple, même si on le modifie toujours un peu, mais de la capacité du peuple à s'emparer d'une question politique très complexe, y compris juridique très complexe, mais qui, si on en crée les conditions, peut être approprié par le plus grand nombre et peut s'inscrire dans un processus partagé. La question, c'est pourquoi on fait ça? Alors là, on rejoint après les prises de partis politiques, partisans ou d'autres aspects. Et la question, c'est peut-être que ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est justement ce soubassement juridique. Et aussi, quand même, quand on dit soubassement juridique, ce n'est pas la loi éternelle constituée. C'est l'histoire constituant des lois et au fur et à mesure de l'apprentissage du vivre ensemble pour que justement on puisse vivre et travailler ensemble. Donc il y a des choses très positives dans ce qui a été construit historiquement. La question après, c'est qu'aujourd'hui, elles atteignent les limites, je dirais, de ce dont on a besoin collectivement pour faire société et pour construire ce consentement, parce que quelque part, on va construire des règles du jeu, mais il faut qu'il y ait, pour construire ces règles du jeu, un consentement partagé majoritaire pour aller vers cette démarche. C'est là que, effectivement, on a à travailler. Moi, je pense que sans expérimentation concrète, on aura du mal à lever, je dirais, les obstacles auxquels on se confronte. On a eu des expérimentations particulières, c'est un badage Jean-Claude, mais passionnant de ce point de vue-là, parce que le père Macron, d'une part, se substitue, enfin, dépasse le droit constitutionnel qu'il a eu, qu'il les a outrepassés, en même temps, crée des innovations, évidemment, dont il se fout éperdument après par la suite, avec les constitutions, les conventions citoyennes. Ça a été une expérimentation extraordinaire d'appropriation par un groupe humain, par un groupe social avec des caractéristiques extrêmement complexes. Donc il y a vraiment des ferments, des moyens d'avancer et de construire du neuf. Encore faut-il en avoir une volonté politique. Ce n'est pas une volonté politique partagée, à la fois par la population et par ses représentants, on aura du mal. Une des limites de notre Constitution, c'est qu'aujourd'hui, la représentation politique est à bout de souffle. Elle a montré ses limites, elle n'est plus dans la capacité de prendre en compte justement ce qui monte dans la société tout entière. Mais justement, cette démarche et ce souhait d'une fabrique citoyenne de la Constitution, il répond en grande partie à ce que vous dites. C'est-à-dire que, même si je ne l'évoque pas dans le livre, mais au fond de moi, j'ai complètement conscience, comme vous l'avez décrit, d'une forme de délitement au sein de la société de se vivre ensemble. Ce n'est pas une expression que j'utilise dans le livre, mais c'est très clairement, il y a une perte de se vivre ensemble. Que se vivre ensemble, cette perte, elle est liée justement à la plus grande diversité de la société française, mais non seulement culturelle, religieuse, ethnique, ce que vous voulez, mais aussi politique. Là, on est avec 3 blocs maintenant politiques à l'Assemblée nationale. Ces 3 blocs qui paraissent, qui communiquent très difficilement et qui semblent ne pas pouvoir coopérer les uns avec les autres. Donc, c'est encore une autre fracture que l'on a au sein de la société politique française. Et voilà pourquoi il me semble encore plus important que si à un moment on se rend compte qu'il faut changer de constitution parce que telle que l'on fonctionne actuellement, elle apparaît tellement en décalage avec la réalité des choses, ou en tout cas qu'elle génère encore plus de frustration au sein de la société, qu'il faut en changer, il devient encore plus primordial qu'il se fasse à travers un dialogue au sein des membres de cette société. Et que cette société, et que ce dialogue, donc c'est pour ça aussi, maintenant, enfin, moi dans mes écrits, on va dire plus théoriques, je préfère parler pas de fabrique citoyenne, mais de fabrique dialogique de la Constitution, c'est-à-dire qu'elle se fasse par dialogue entre les différentes couches et strates de la société, mais il faut déjà qu'on les identifie. Il faut identifier les différentes strates de la société. Il faut qu'elles aient envie de jouer, d'intervenir. Et puis aussi, il faut qu'on accepte
cette idée que la représentation politique n'est plus ce qu'elle est et qu'il faut aussi laisser place à d'autres formes de représentation, à une nouvelle représentativité, et qui est une représentativité justement plus identitaire, enfin identitaire dans le sens j'appartiens à une forme de catégorie de la société et je veux que les personnes qui vont fabriquer la Constitution aussi relaient mon identité à moi au sein de cette assemblée constituante. Et donc, pour qu'il y ait un dialogue, c'est pour ça que d'autant plus, j'ai l'impression que plus on fait le constat, plus ça devient une évidence qu'il faut qu'on réfléchisse en amont comment on doit fabriquer cette constitution. Que ce dialogue ne va pas naître de la bonne volonté et du pouvoir en place qui finalement... Imaginons que la France insoumise gagne les élections présidentielles et qu'ils disent on change de constitution. Mais je ne suis pas certaine que la France insoumise va réfléchir à la manière dont on fait dialoguer les différentes couches de la société. Voilà pourquoi je pense qu'il faut qu'on collectivement, on y réfléchisse ensemble. Je ne suis pas certaine que toutes mes idées soient bonnes, mais c'est pour ça que je les ai écrites, c'est pour qu'on puisse les critiquer, qu'on puisse dire ça va, ça va pas, ça marcherait, ça marcherait pas. Mais en tout cas, qu'on garde en nous l'idée que c'est par ce dialogue et par cette discussion entre les différentes strates de la société qu'alors on pourra avoir ce consentement, qu'on pourra dialoguer à nouveau et reconstruire ce vivre ensemble, et qu'il repose sur de nouveaux principes, de nouveaux axiomes, de nouvelles grands principes, grandes valeurs. Pas forcément tout changer dans la République française. Je ne dis pas qu'il faut bazarder les grands principes, mais peut-être leur donner une nouvelle formulation, une nouvelle mise en œuvre. Et donc, je ne sais pas si je réponds entièrement à votre question, mais en tout cas, c'est pour vous dire que c'est effectivement ces questionnements-là qui m'ont traversé quand j'ai écrit le livre. Oui. Moi, je suis un petit peu perplexe sur un certain nombre de points. Le premier point, c'est que je ne vois pas sortir de la Ve République, d'accord, mais je ne vois pas une analyse très approfondie, peut-être dans le livre, en tout cas dans l'intervention, du phénomène qu'est la Ve République dans l'histoire des constitutions et de la fonction que cette Ve République occupe. Et pour moi, la Ve République, c'est, du point de vue des institutions, la restauration de la monarchie début du mois, sous une forme républicaine, certes, mais nous en sommes arrivés à une monarchie présidentialiste en étant passé du point de vue constitutionnel par un certain nombre d'étapes. D'abord, ce que disait Maurice Duverger, donc la République, la monarchie constitutionnelle, bon. Mais qui a été empirée ensuite lorsqu'on a quitté le parlementarisme avec l'élection du président de la République au suffrage universel. Puisque là, on avait déjà abandonné les deux républiques, mais là, on entrait dans une rupture avec le parlementarisme qui est constitutif de la République et de la démocratie, un élément essentiel. On entrait dans quoi? Dans la monarchie, puisque l'on crée au-dessus de notre Assemblée nationale, qui est notre représentation légitime, il ne devrait y avoir aucune instance supérieure, du point de vue institutionnel, à une Assemblée nationale. Eh bien, on crée une institution en 62 supérieure, c'est-à-dire qu'on donnait à un individu une légitimité supérieure à la légitimité de notre Assemblée nationale. À partir de là, on entrait dans une monarchie constitutionnelle. On est bien d'accord, je crois. Mais, attention, il subsistait encore un petit élément de démocratie, qui était d'une part qu'il y avait des forces qui s'étaient opposées à 58 et à 62. La gauche mendésiste, par exemple, entre autres. Puis la gauche révolutionnaire, je dirais. Mais
cela a disparu puisque c'est Mitterrand est venu interdisant que l'on réimprime son propre texte constitutionnel sur le coup d'État permanent. Et il a pratiqué la même chose que le gaullisme. Donc la gauche là, a disparu. Je veux dire, si on se réclame de Mitterrand, on ne peut pas demander à ce qu'on change de République. Ça, c'est pas possible. Ou alors, c'est farfelu, quoi, du point de vue institutionnel, ça ne tient pas debout. Donc là, on a perdu ça. Et puis, on avait quand même un autre élément démocratique, outre l'existence d'une gauche mendésiste qui a été écrasée par la gauche mitterrandienne, et de la gauche révolutionnaire, qui est, nous n'en parlons pas, plutôt on en parlera dans un instant. Mais on avait un autre élément, c'était qu'il y avait quand même des élections législatives qui étaient dissociées de l'élection présidentielle, qui permettaient au peuple de dire, bon, mais d'accord, on a une institution présidentielle qui est supérieure à notre institution démocratique de l'Assemblée nationale, mais on a quand même l'élection législative qui permet éventuellement de passer à une cohabitation. Eh ben non, la gauche plurielle, M. Jospin en tête, ont inversé le calendrier républicain en 2002, ce qui fait qu'à ce moment-là, on est rentré dans la monarchie présidentialiste, c'est-à-dire qu'on n'a même plus le moyen pour l'élection législative de venir contrecarrer, on a renforcé. Et c'est la gauche qui l'a fait. Donc c'est un suicide total du point de vue institutionnel, et c'est un crime. C'est plus qu'un crime, je dirais, c'est une faute. Bon. Alors ça, c'est le premier point. Donc sur ce qu'est la nature de la Ve République, si on veut en sortir, je crois qu'il faut la saisir, cette nature. C'est bel et bien l'ancien régime qui se donne les moyens institutionnels de rétablir la monarchie. Et comme on ne fait pas la monarchie avec un roi en France, on fait la monarchie avec un président de la République élu au suffrage universel. Il y a l'élection que la gauche ne condamne pas. Si vous regardez le programme même de ceux qui se disent les champions de la gauche, ils sont mitterrandiens d'une part, on parle de la France insoumise, ils sont mitterrandiens d'une part, et ils sont toujours dans leur texte même pour l'élection du président de la République au suffrage universel. Alors ceux-là sont totalement disqualifiés pour parler d'institutions de nouvelle République, évidemment, puisqu'ils sont sur les deux piliers de la Ve République, sur leur fondement même, ils les défendent, ces fondements même. Et j'en viens donc à mon deuxième point, qui est, outre la caractérisation de la Ve République, parce qu'il faut la caractériser comme telle si on veut en sortir, c'est que je pense que vous avez grand tort d'abandonner le concept de Sixième République à la France insoumise, puisque précisément, je viens, je crois, d'en faire la démonstration, et ils sont absolument inaptes à défendre une quelconque la Sixième République, puisqu'ils défendent l'élection du président au suffrage universel et ils sont mitterrandiens. Ça, à mon avis, c'est QFD. Et donc, je pense qu'il ne faut surtout pas leur abandonner ce concept. Ce concept de Sixième République a été défendu à une époque même par Marine Le Pen, mais après, souvenez-vous, il y avait beaucoup de gens. Et Jean-Marie aussi. Gaston Monet-Ardil, Pierre Mendès France me semblent des références bien suffisantes pour s'en tenir à une Sixième République. Je pense qu'il ne faut pas lâcher le bébé avec l'eau du bain, ne surtout pas laisser ça à Mélenchon et dire bon, on va s'occuper de sortir de la Cinquième, et puis finalement, le concept de Sixième, on leur laisse à eux. Ah non, sûrement pas, sûrement pas. Donc je pense que ça, c'est une erreur, je pense, déontologique. Mais ça, ce sont deux points que je voudrais éclairer, entendre éclairer de votre part. Mais il y a surtout trois autres points qui me semblent essentiels. C'est que quand vous me parlez de machine pour élaborer la Constitution, alors là, je crois qu'il y a trois points qui sont les points de la contemporanéité de cette question des institutions. On a un élément passé, on a trois éléments présents. L'élément passé, c'est effectivement ce qui s'est passé sur le référendum constitutionnel européen. Je crois là qu'il y a une fort mauvaise lecture de la gauche qui estime que le peuple a été trahi, la parole du peuple a été trahie, tout ça. Ça, je crois que c'est totalement archi faux. Et que si on s'en tient en dialectique
Si on n'analyse pas mieux ce qui s'est passé, on n'en sortira jamais. C'est-à-dire qu'il faut en arriver à critiquer le processus référendaire lui-même dans son fondement. Le référendum était interdit par les républicains, par les démocrates. Jamais les républicains et démocrates n'ont accepté la procédure référendaire. Il a fallu la Ve République pour rétablir l'usage du référendum. Il faut que, en démocrate, en républicain, nous nous interrogions sur ces processus. Le référendum, c'est ce qui vient contre le parlementarisme, contre la représentation démocratique, contre la discussion démocratique. C'est un processus qui est malsain fondamentalement, qui consiste à faire un lien direct entre un soi-disant peuple inventé et un duce quelconque, celui qui pose la question. Attention, dans un référendum, on n'a pas la maîtrise de la question. On n'a pas non plus la maîtrise de la réponse, et en plus c'est totalement stupide, puisqu'on nous demande de réfléchir à une question, une question très complexe, et de répondre par oui ou par non. Et écoutez-moi, si on me demande dans ma vie, si on me demande de donner une question complexe qui me serait posée, on me laisse comme réponse oui ou non, je dis je n'y participe pas. Je ne veux pas, parce que c'est idiot, c'est imbécile. Aucune question intellectuelle ne peut se résumer à un bulletin oui, un bulletin non à la fin. C'est le pur manichéisme, c'est contraire à tout l'enseignement de la philosophie, à la sagesse de toute notre histoire de l'humanité, cette histoire de référendum. La République référendaire, c'est la République de Marine Le Pen. Alors, qu'il y ait des versions atténuées, je veux bien, mais moi, je suis contre cette formulation. Donc, c'est sur la question de la démocratie. Je pense qu'il faudrait mieux s'appuyer sur Montesquieu et sur l'esprit des lois et sur la séparation des pouvoirs. Ça, c'est pour le référendum, donc, de 2005, la critique que j'en fais. Je veux dire, j'ai voté non, pas parce que je refusais la Constitution, parce que je pensais qu'elle n'était pas suffisamment fédéraliste. Vous voyez, quand on me met dans le même panier que Le Pen ou que le Parti communiste ou que ces gens-là, ou que Mélenchon, tout ça, je ne suis pas du tout d'accord. Donc, moi, j'aurais voulu un texte beaucoup plus fédéraliste. Je n'ai pas envie qu'on interprète mon nom. Ce sera une façon de faire tout seul. Hein? Je n'ai pas envie qu'on interprète mon nom et qu'on me dise, ah oui, il a été trahi. Non, il a été trahi, moi. Je voulais un peu plus de fédéralisme. Mais je ne voulais pas un fédéralisme. Je ne croyais pas qu'on puisse faire un fédéralisme avec l'anglais. Tout ça, excusez-moi, je suis peut-être un peu. Est-ce que vous laissez un petit peu Oui, oui. Oui, alors simplement. Oui, écoutez, je vous laisse la place d'abord et puis je reprendrai la parole après vous, quand vous devrez terminer. Non, parce qu'il J'en ai faudra, 3 points à peine, mais faudra qu'on arrête. Empêcher. Il faudra arrêter. D'accord. Avant de reprendre, après, c'est bien de laisser les autres parler. Ah, mais tout à fait. Hein, on est d'accord. C'est pour ça que je vous laisse à volonté, j'arrête. Merci. Si vous laissez, mais je parle. Il y a un point sur lequel je n'étais pas d'accord sur la notion des 3 blocs, des trois entités dont est présentée comme si elles étaient un peu cloisonnées. Il semblerait qu'il y en a 2 qui sont au contraire extrêmement poreuses. On a l'extrême droite et puis une droite extrême qui voyagent bien ensemble et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les choses ne changent pas. Même tendance à penser que sur la gauche, ça fuit aussi d'une certaine manière un peu dans le sens de ce qui ne va pas bien. C'est un point que je veux. Par rapport à ce que vous disiez, ce n'est pas parce que Mélenchon adore Mitterrand, ça lui appartient, que toute la France insoumise est mitterrandienne. Non, c'est juste comme ça en passant. Montrez-moi le texte où il dénonce Mitterrand. Alors. Non, mais au contraire, je vous donne raison. Et je vous dis que Mélenchon, ce n'est pas la France insoumise. Ah bon? Ah non. Ah, mais je l'apprends. Là, voilà, vous voyez, ça donne même en l'épreuve, c'est tout. c'est intéressant de venir, hein, c'est pas finalement. Que ceux qui ont dit je ne suis pas Mélenchon, ils ont été exclus. Oui, ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on l'a. Bon, moi, je ne vis pas la France insoumise, hein, franchement. Lorsqu'on définit qu'effectivement la révolution, vous disiez, vous craignez une révolution un peu chaotique, etc. Dans le concept de la France insoumise, on définit la révolution citoyenne. C'est-à-dire qu'au contraire, on s'appuie sur la démocratie pour renforcer la démocratie davantage. De ce point de vue-là, je suis assez rassuré, hein, moi du moins. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que c'est parfait, que c'est bien pensé. C'est pour ça que
c'est pas non plus complètement écrit, parce que justement, c'est le peuple en tant qu'acteur qui doit écrire, qui doit se saisir effectivement des outils pour définir quelles sont les règles qu'il va se donner pour fonctionner ensemble. Bon, voilà, donc c'était ce que je voulais modestement apporter au débat. Voilà, je pense que peut-être mieux. Est-ce que vous avez été auditionné, parce que là, actuellement, il y a l'actualisation. J'avais été auditionnée, j'avais pas encore sorti le livre, mais sur ma connaissance du processus constituant, j'avais été auditionnée au moment de la NUP. Et donc, il y avait déjà eu à ce moment-là une volonté qui était poussée par Raquel Garrido d'alimenter la discussion sur la 6e République. Et donc, j'avais été auditionnée avec Frédéric Savicki, avec une autre constitutionnaliste, Laurent Fontaine, et on était venus discuter du changement de constitution et des processus. Et puis, par la suite, je suis souvent amenée à faire des débats. J'ai déjà fait des débats avec Antoine Léaumont, j'ai déjà fait des débats avec plein d'autres membres de la France Insoumise. Donc là-dessus, pour moi, il n'y a pas de problème, on en discute. Mais pour moi, ce qui était important, c'est de sentir que la démarche que j'ai, c'est pas une démarche qui visait en fait à faire une analyse complète de la Ve République, parce qu'en fait, et ça me permet de répondre à votre question, peut-être la frustration que vous avez que j'ai pas qualifié la 5e, mais parce qu'en fait, en réalité, pour nous, les constitutionnalistes, ce que vous avez dit, c'est pour nous l'évidence. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de convaincre. Enfin, pour nous, je ne vois pas qui je vais convaincre parmi les collègues constitutionnalistes en disant 1962 a changé la nature du régime, le changement de 2000 avec l'inversement du calendrier électoral, ça c'est pour nous, c'est mon cours numéro 3 que je vais faire sur la définition de la Ve République. Et donc, si je commence en disant je vous apprends comment on qualifie la Ve République, surtout quand je fais mon cours, même pour les étudiants de Sciences Po Bordeaux, en plus, donc Sciences Po Bordeaux fondée par Maurice Duverger, je veux dire, bah, voilà, ça c'est, pour moi, c'est la chose la plus, où il n'y a même plus de débat en réalité. On n'a plus de débat sur cette question-là. En revanche, là où est notre débat, c'est comment on réagit par rapport à ça. Est-ce qu'on l'accepte ou on le combat? Est-ce qu'on en tire des conséquences ou pas? Et c'est là où finalement on va avoir des nuances fortes, où par exemple, moi ce qui me pose problème dans cette Ve République et dans cette présidentialisation du régime, c'est qu'elle se fait alors moi, ce qui me pose problème, c'est ce décalage entre la pratique du pouvoir et le texte. Moi, à chaque fois, je reviens au texte en disant, oui, certes, c'est devenu une république, une monarchie présidentielle, mais le texte, il permet une autre lecture. Quand on lit le texte, il permet autre chose. Que c'est la pratique du pouvoir, les institutions, je dis tout simplement pour moi, c'est là où j'étais catastrophée, mais vraiment catastrophée, c'était le fait que après le changement, après la motion de censure qui a permis le renversement du gouvernement Michel Barnier, après la nomination de François Bayrou, c'est qu'il n'y ait eu pas un seul journaliste et pas un seul collègue qui ait pris la parole dans les médias pour dire il faut, dans la logique des institutions et en rappelant le principe de séparation des pouvoirs qui est inscrit à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, invoquer et contraindre en réalité politiquement, forcer François Bayrou à utiliser l'article 49 alinéa 1 de la Constitution, c'est-à-dire l'article qui l'oblige à demander le vote de confiance à l'Assemblée nationale. Cet article, il existe, il est là, sauf qu'on a toujours considéré dans la pratique qu'il n'était pas obligatoire. Mais c'est de la pratique, c'est pas le texte qui le dit. C'est la pratique. Et moi, c'est pour ça qu'en fait, là, j'en suis venue à bout en me disant, bah, il faut un changement de constitution, parce que visiblement, la pratique fait que vous comprenez le texte dans le sens qui vous arrange, dans le sens du renforcement du pouvoir présidentiel. Et donc, dans ce moment-là, eh bien, alors qu'on aurait pu collectivement essayer de pousser pour une autre interprétation, elle est peine perdue. Personne, mais pas un seul journaliste. Et c'était une évidence. J'ai déjà eu ces échanges-là du public. J'ai eu des personnes dans le public qui m'ont dit, mais de toute façon, c'est pas obligatoire. Donc, comme c'est pas obligatoire, bah, il n'y a pas besoin. Rendons-le. Enfin, dans la Constitution, là, il y a bien un indicatif, du présent de l'indicatif, qui peut être entendu comme étant une obligation. Mais l'interprétation est
qu'il n'y a pas d'obligation parce qu'il n'y a pas marqué un délai. Voilà. Si je peux me permettre, Karen, un petit peu dans la filiation du dispositif Jean-Pierre, moi, c'est une question qui me travaille depuis longtemps. Vous partez du principe, et vous venez de le dire, hein, vous partez du principe que chez les gens éclairés, chez les gens, chez les collègues, chez nos collègues, il n'y a plus débat sur la caractérisation de la Ve République. Mais moi, ce qui me pose problème, je partage, je veux dire, sur l'identification. Le problème, c'est que dans le pays, chez les gens que je côtoie au quotidien, ces questions-là ne sont jamais évoquées. Ces questions-là ne sont jamais débattues. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, comment faire pour que un peuple, on souhaite le plus éclairé possible et le plus citoyen possible participant à ces phénomènes qui sont très importants pour la vie d'un pays, puisse prendre la mesure de l'enjeu auquel ils sont confrontés, des enjeux auxquels ils sont confrontés. Parce que la plupart du temps, on efface justement ces dimensions-là. On ne les évoque plus comme évidentes. À part de temps en temps, quand le Parti communiste sort une très belle affiche où on voit Macron premier, si vous vous en souvenez, où on essaye de concrétiser visuellement. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne discutent pas de ces questions-là. C'est pour ça que moi j'apprécie que Juliette elle vous ait demandé de travailler sur ce livre, parce que justement c'est une façon de populariser les enjeux auxquels on est confronté. Alors peut-être que la dimension qu'a évoquée Jean-Pierre, elle mérite aussi d'être revisitée et redite, enfin renommée, pour voir le sens de ce qui s'est produit et dans les évolutions, y compris de cette constitution qui a été faite pour rétablir une monarchie qui avait disparu. Mais dans le livre, c'est pour ça que je me permets davantage de. Non, dans le livre, je me permets de faire référence en fait aux travaux de mes collègues. En fait, il y a déjà eu des travaux là-dessus. Il y a plein d'autres ouvrages de vulgarisation qui reviennent sur la figure monarchique et cette monarchie présidentielle. Mais en fait, je dis, eux, ils vont développer. Moi, j'en reste à dire, j'adhère et pour moi, cette lecture-là, elle est évidente. Par contre, là où je suis totalement d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, c'est une évidence au sein de la communauté des constitutionnalistes. Après, est-ce qu'il faut l'expliquer, à quel point il faut davantage faire œuvre de pédagogie? C'est un peu tout l'objectif du livre, c'est que je suis persuadée que la pédagogie, elle est fondamentale et que c'est notre rôle à nous, en tant que constitutionnalistes, d'aller faire cette pédagogie, d'aller expliquer, et d'inviter au débat. Après, j'ai bien conscience aussi, et je le vois devant certains étudiants, moi je vais faire cours à Périgueux, par exemple, et ben, c'est difficile de parler d'institutions, ça ne les intéresse pas, ça ne leur parle pas. Donc c'est aussi cette œuvre de pédagogie, elle est un peu elle est nécessaire, que les gens aient leur propre regard et arrivent à tirer leurs propres conclusions. En fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas vraiment de dire voilà ce que je vois de la Ve République, voici comme elle est. C'est plutôt que je vous explique ce qu'il y a dans le texte, regardez dans la pratique et faites-vous vous-même et vous arrivez à la conclusion. Vous allez arriver à la conclusion qu'il y a une dérive, enfin, que la Ve République est en fait une institution qui est focalisée autour du président de la République et qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, que c'est un monarque parce qu'il n'a pas de responsabilité et que le temps de l'élection, une fois les 5 ans passés, il peut faire durant ces 5 ans, il peut faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de moyens techniques, matériels dans la Constitution pour le contraindre à être responsable. Et c'est enseignant que c'est ma démarche. Après, à travers le livre, je me suis dit, bon, je vais un peu enjamber cette question-là parce que je vois les ouvrages sur lesquels, qui reviennent là-dessus et je vais essayer de l'enjamber. Et c'est aussi la réflexion autour du référendum. Dans le livre, je reviens sur toutes les critiques que vous faites sur le référendum. Ça, c'est dans le livre. Et je reviens, même avec Roberto Gargarella encore, ce fameux Argentin, où il décortique ce que vous avez dit sur ce que lui qualifie d'extorsion électorale. En fait. Il dit les référendums complexes sont une extorsion électorale parce qu'on va venir soutirer aux citoyens son vote, etc. Donc, en réalité, moi, mon livre, il est surtout là pour donner du grain à moudre, en fait. Et pas forcément pour dire voilà ce qu'il faut faire. Enfin, et voilà ma lecture des choses. C'est que je dis, face à ce problème, voilà
quelles sont les pistes que je soumets et avec toute mon honnêteté intellectuelle, j'essaye aussi de dire les limites et les failles dans lesquelles on pourrait tomber de ce que je propose. Il y a des écueils très réels, parce que je l'ai vu au Chili, je l'ai vu dans d'autres pays. C'est pas parce que je dis que les citoyens doivent dialoguer que ça va marcher par magie et par la bonne volonté des choses. Donc je soulève aussi la question du temps, combien de temps on passe à écrire une constitution, les questions d'agencement, il y a plein d'éléments et le risque de populisme, la question des experts, je n'ai pas vraiment répondu à la question, mais dans le livre, je l'évoque en fait. Quelle est leur fonction et que c'est aussi un risque de trop croire dans le rôle de l'expert et qu'il sera là pour faire l'entière pédagogie, c'est aussi risqué. Bref, dans le livre, j'essaye aussi d'évoquer là où je peux me tromper. Oui, mais aussi un grand nombre d'expériences dont on peut se nourrir pour éventuellement lever certains obstacles et avancer. Bon, le temps, c'est-à-dire que si on veut respecter constitutionnellement l'organisation de la machine à lire et donc le temps de travail des employés de la machine à lire, il faut que nous libérions maintenant. Merci beaucoup pour la présentation et merci aussi à tous ceux qui sont là pour le dialogue. On eût aimé bien sûr être débordé par le monde, mais au moins qualitativement, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Et... Oui, là, il y en a. Décembre prochain. On organise. Oui, pour moi. En fait, et donc, ça c'est tout le problème on ne se voit pas comment c'est à partir de 5e effectivement de nous dans la 5e. Michel, je le vois mardi, chez moi. Non, mais Je le reçois dans mon appartement d'amis. pour moi, Je mange avec des mardi. Il arrive lundi chez moi. On vit dans une réalité. Bien d'accord, On ne peut pas être dans le débit. Mais en revanche, il y a manière et manière d'agir politiquement par rapport à la situation et de créer les conditions pour que la 6e soit quand on encourage de façon délibérée politiquement, et de ce point de vue, nous pouvons nous rejoindre joyeusement dans la nullité absolue quand on encourage la personnalisation des candidats. Comme ça a été le cas, c'est évident qu'on ne crée pas les conditions pour aller vers le 6e. Il n'y a pas de souci. Oui, mais c'est comme si. Mais ceci étant, il y a un égo. mais non, je viens de dire le contraire. Ah bon? Il y a exactement de dire le contraire. C'est quand même que c'est le fait de personnaliser. Eh bien oui.